Voilà, bonjour, c'est Steve Julius. Je voudrais vous faire partager un moment assez exceptionnel, d'une simplicité déconcertante, celui de mon déjeuner. Donc, disons que je viens de finir de regarder une vidéo sur YouTube en anglais, donc l'expérience d'un Australien qui en fait, était obèse, enfin était en surpoids, pesait 150 kilos. Bon, le gaillard était quand même assez grand, hein, il faisait 1m90 certainement. Voilà, donc il n'était pas non plus, je dirais qu'il y a pire que lui, quoi. Mais en tout cas, il avait tout un tas de problèmes de santé. Il avait une trentaine d'années, je crois, 35 ans. Il s'appelle Joe Cross. Et il a fait donc une vidéo, enfin un film, on va dire, qui s'appelle Fat, Sick and Nearly Dead. Gros, malade et presque mort. Et l'expérience qu'il a tenté, parce qu'en fait il devait se prendre je sais pas combien de comprimés par jour, il avait tout un tas de problèmes, il avait une espèce d'urticaire généralisé sur tout le corps, qui l'empêchait en fait, enfin qui était juste cauchemardesque. Et les médecins, bon, savaient pas trop ce qu'il avait, ils lui donnaient tout un tas de comprimés, etc. Il a essayé tout un tas de méthodes, tout ça, même alternatives, médecine chinoise, acupuncture, etc., massage, tout ce que vous pouvez imaginer. Et au final, il a voulu, donc il en a eu ras-le-bol, quoi. Il s'est dit, bon bah je vais faire un jeûne de 60 jours et je vais donc m'alimenter, enfin un jeûne donc avec des jus de légumes, donc avec fast juicing, et un jeûne avec des jus de légumes en l'occurrence, avec un extracteur donc. Et il s'est trouvé que c'était un gars qui donc était, qui était plus ou moins un homme d'affaires, voilà, à son compte. Et donc bon, il a commencé ça aux États-Unis, donc il était aux États-Unis pendant une certaine période. Et il a fait ses jus, il a commencé, bon, les premières semaines, ça a été cauchemardesque. C'était évidemment, quand vous mangez plus vos 3 pizzas par jour, 3 hamburgers, et puis je sais pas combien de litres de soda, plus avec évidemment tout un tas de donuts, de cookies et de gâteaux, enfin tout un tas de junk food en tout genre, hein. Et c'est effrayant parce que nous, en tant qu'Européens, on a du mal à se rendre compte. Moi-même, j'ai vécu aux États-Unis, donc j'ai passé un an aux États-Unis à New York. Et quand j'étais là-bas, c'est vrai que bon, j'étais pas dans ce qu'il y a de pire aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a dans des États du Texas, en l'occurrence, où vraiment là-bas les gens ont une alimentation où ils savent même pas ce que c'est qu'un légume et un fruit, quoi. C'est-à-dire qu'ils en mangent peut-être 1 ou 2 fois par an, quoi. Et c'est difficile de se représenter, je dirais, pour un Européen quand même. On a quand même, je dirais, conservé un certain background assez healthy entre guillemets, par rapport à, je dirais, à ce mode d'alimentation complètement extraterrestre, on va dire, dont la plupart des Américains, pour eux, c'est quelque chose de normal, quoi. Et on a vraiment du mal à se rendre compte. Et c'est vrai que bon, même moi, j'étais à New York, il y avait quand même à l'époque, bon, déjà à l'époque, je dirais, il y avait le bio, donc c'était il y a une vingtaine d'années, avant fin des années 90. Et bon, moi j'allais dans les supermarchés organiques qui étaient déjà gigantesques par rapport, je dirais, même à ce qui se fait actuellement en France, dans des villes comme Paris par exemple, dans lesquelles je suis originaire. Et il y avait déjà toute une offre exceptionnelle. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, il y a ces deux aspects, quoi, c'est-à-dire et c'est un peu là-dessus que je voudrais faire le thème de cette vidéo.
C'est-à-dire que il y a cet aspect de la junk food, ce qu'on appelle la junk food, donc qui est complètement délirant, quoi, où les gens s'alimentent plus que de pizza, d'hamburgers, ce qu'on appelle des barbecues, des BBQ, donc où, où on vous sert une portion de viande. Là, vous voyez cette assiette, bah là, c'est grosso modo, c'est là, vous voyez, j'ai de la banane et de l'avocat en dessous, et puis après, j'ai même, je vais dire, une papaye qui est là. Euh, donc voilà, c'est un peu ça voilà, c'est ça que je vais manger à midi. C'est déjà, je trouve, pas mal, hein. Là, c'est déjà assez copieux, hein. Je veux dire que là, vous êtes bien repu avec ça. Et je vais m'entraîner, hein, aussi. C'est pour ça que je prends ça. Sinon, à la limite, je mangerai moins que ça. Mais pour revenir donc à cette histoire de junk food aux States, euh, disons que ouais, ils servent des portions vous allez dans, moi je me rappelle parce que j'avais fait l'expérience et j'ai encore le souvenir de façon très marquée parce que ça m'avait même, je dirais, impressionné à l'époque. Alors à l'époque, évidemment, j'avais trouvé ça super parce qu'il y avait une portion gigantesque de poulet qui était à peu près, on va dire, une portion comme ça de poulet, quoi, avec je sais pas combien quasiment plus d'un demi-poulet, je sais même plus si c'était pas quasiment un demi-poulet, on va dire, pour plus une portion de frites gigantesques, tout aussi grosses. Donc grosso modo, vous aviez deux fois ça en portion, des frites avec des oignons. C'était assez bon d'ailleurs, hein, c'était pas un truc mauvais, c'était pas ce qu'il y avait de pire. Euh, mais c'était un barbecue, on va dire, version un peu même gastronomique. Mais c'était gigantesque, c'était colossal. Je veux dire, c'était grosso modo, c'était un repas pour presque 4 personnes. 4 personnes. Je veux dire, là ici, je suis à Taïwan, en Asie, grosso modo, vous auriez presque une famille entière qui pourrait manger avec ça, quoi. Et ils auraient tous bien mangé, quoi. Donc c'est complètement délirant, on a du mal à imaginer ce qu'ils peuvent sans. Et ça, c'est juste pour un repas. C'est pas pour un repas pour toute la journée ou pour. Hein, c'est un repas, quoi. C'est-à-dire que le gars, après, il peut s'ingurgiter la même chose au moins 3 fois par jour, au moins, voire même plus. C'est-à-dire ceux qui font grosso modo 150 kilos, 180 kilos, etc. Ces gens-là, ils mangent peut-être ça même 5 fois par jour. C'est-à-dire chaque repas, ils mangent 3, 4, 5 fois par jour, on va dire. Et à chaque repas, ils vont manger des portions gigantesques qui correspondent à ce que boufferaient 4 personnes presque en un repas, quoi. Et encore, c'est même peut-être même peut-être pas le cas en fait, si on parle même en macronutriments, on va dire, hein. Même au-delà de voilà. Donc quand j'ai regardé ce documentaire, c'est vrai que ça m'a rappelé un peu ce que j'avais vu aux États-Unis, mais sauf que là, c'est flippant, quoi, parce que c'est dans des zones des États-Unis où les gens peuvent atteindre des poids, mais c'est des mammouths, quoi. C'est même plus des êtres humains, quoi. C'est-à-dire que c'est des mammouths, quoi. C'est des bisons, quoi. C'est des bisons, voilà, c'est ça. Et pour arriver à des tels poids, je ne sais même pas d'ailleurs comment leurs intestins font pour, je dirais, survivre au quotidien, quoi. C'est-à-dire que et même pour, je dirais, pour comment ils arrivent à vivre pendant des décennies en s'alimentant comme ça. Je veux dire, moi, je ferais ça pendant ne serait-ce que quelques mois, je suis mort, quoi. C'est fini, quoi. Je veux dire, en ayant déjà une alimentation assez bonne, j'ai eu plein de problèmes de santé. Alors imaginez si j'avais une alimentation comme ça, euh, j'avais déjà trépassé depuis belle lurette, quoi. Donc je voyais ça et ça m'a complètement fait flipper, quoi, parce qu'en même temps, le gars, donc il a fait son expérience, il a fait 60 jours de green fasting, green juice fasting, et grosso modo, au bout de 60 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Il a perdu je sais pas combien de cinquantaine de kilos, donc il est revenu à une apparence, on va dire, une silhouette à peu près humanoïde, et au fond, et puis au bout de 60 jours, je crois, il avait plus besoin, il est retourné en Australie. Au bout de 80 jours, je crois, où il a continué après, en se réalimentant après avec des légumes, etc., etc. Enfin, il a arrêté de manger, de juste prendre des jus, quoi. Mais enfin, il a continué, mais il s'est alimenté avec une alimentation normale, on va dire, avec voilà, sur une base de végétaux. Et au bout de 80 ou je sais plus 90 jours dans le documentaire, grosso modo, il n'a plus besoin de prendre de médicaments, quoi. Tous ses problèmes de santé ont disparu. Voilà, miraculeusement, c'est-à-dire pour
je dirais, un médecin, on va dire, si vous allez voir un médecin ou un hôpital, etc., et que qu'il leur raconte son histoire, bah, lui, la conclusion à laquelle ces personnes donc, ont fait des hautes études très très poussées, avec, qui ont des dizaines de millions de dollars de je dirais, d'équipements médicaux, etc., qui peuvent vous scanner jusqu'à la moindre de vos cellules, bah, pour ces gens-là, grosso modo, c'est juste un miracle. C'est-à-dire, voilà, il n'y a rien de scientifique là-dedans, c'est un miracle, quoi. C'est le corps, voilà, bon, bah, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une guérison, voilà, il y a eu une intervention divine, donc le gars a guéri, il y a cru, il était dans son truc, il a eu une espèce de, il a fait appel, je sais pas, une espèce de force céleste, d'un archange voilà, qui a bien voulu je dirais, le délivrer de sa pauvre condition de malade inguérissable. Voilà. Mais lui, donc c'est pas comme ça qu'il voit les choses, évidemment, hein. Il voit ça d'un œil beaucoup plus, je dirais, rationnel, hein, parce que c'est vraiment, enfin c'est pour le coup irrationnel, je dirais, de ne pas voir la vérité lorsqu'elle est en face de vos yeux, quoi. Et, euh, et voilà, donc ça m'a fait penser, je me suis dit, tiens, je vais quand même, je vais faire une petite vidéo pour expliquer ça, parce que c'est une vidéo qui est sur YouTube, donc qui s'appelle Fat, Sick and Nearly Dead. Donc voilà, il y a des versions même je crois en français traduites, avec des sous-titres, je sais pas exactement. Bon, moi j'ai regardé la version en anglais, parce que bon, je trouve que en France on a une espèce de, je dirais, de peur de l'anglais, de la langue de Shakespeare, qui je trouve est un peu bizarre, étrange, parce que quand on va dans tous les pays du monde, tout le monde parle l'anglais. Vous allez dans les pays de l'Est, les gens parlent anglais. Vous allez dans les pays même de Méditerranée, en Grèce, en Espagne, tout le monde parle, enfin les gens même s'ils parlent pas tous l'anglais, je veux dire, ils essayent de le parler en tout cas. Quand vous allez en Asie, les gens essayent de parler l'anglais, même s'ils ne le parlent pas forcément toujours très bien. Enfin, voilà, mais en France, c'est vrai que souvent il y a une peur de l'anglais, et je trouve que c'est extrêmement dommage, parce que ça empêche les Français d'évoluer et de s'ouvrir, parce que c'est vrai que bon, aux États-Unis, enfin dans la culture anglo-saxonne, il y a un peu de tout, et c'est-à-dire qu'il y a du très bon comme il y a du très mauvais, mais il y a aussi du très bon, voilà. Et je dirais que il y a surtout toute une base de données gigantesque qui est accessible sur Internet maintenant, grâce à Internet. Et le fait de ne pas parler anglais, c'est quand même quelque chose d'extrêmement préjudiciable pour, je dirais, un individu moyen dans le monde actuel tel qu'il est enfin, tel qu'il est actuellement, quoi. Je veux dire, où il y a quand même, on est dans une phase de l'humanité. Je dirais, c'est ça qui est positif, c'est qu'on a accès à un volume de connaissances gigantesque. Moi, je fais de la musique, par exemple, de la guitare jazz, et c'est vrai qu'aujourd'hui, si on veut apprendre la guitare jazz, qui est pourtant pas quelque chose de très très évident, c'est pas juste gratouiller quelques accords sur sa guitare, ou alors même sur un clavier faire quelques petites jouets au clair de la lune, quoi. C'est un petit peu plus quand même, vraiment, enfin, c'est une musique extrêmement complexe. On peut l'apprendre. Vous allez sur YouTube, il y a tout ce qu'il faut. Il y a du niveau débutant, intermédiaire, avancé, il y a des méthodes, vous pouvez avoir des extraits de méthodes de tel ou tel virtuose, ou tel même, je dirais, musicien de renom je dirais, a mis en ligne, comme Pat Martino, par exemple, Sean Scofield, ou je sais pas moi, des grands musiciens de jazz qui ont fait des méthodes, donc ils expriment leur système, et tout ça, vous pouvez y avoir accès, même sur, je dirais, en ligne sur YouTube. Il y a des extraits qui ont été mis en ligne, etc. Donc il n'y a même pas besoin de payer, à la limite. Alors certes, on peut aller dans une école de jazz que ce soit en France, aux États-Unis, à Berkeley ou autre, qui va vous coûter 100 000 dollars par an. Non, c'est sûr, là vous allez surtout avoir accès à un network, et puis bon, c'est sûr, à des professeurs qui vont vous expliquer, enfin qui vont vous enseigner, je dirais, le top du top de tout ce qui est méthode harmonie, enfin tout ce qui fait que vous allez devenir un musicien hors pair. Mais vous pouvez, si vous avez la volonté, avec zéro, presque, enfin, il faut quand même pouvoir vous acheter une petite guitare, quoi, et puis un ampli. Vous allez pouvoir, je dirais, si vraiment vous voulez, vous pouvez devenir un excellent musicien, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut.
Et je dis ça, c'est dans un domaine de la musique, donc après on pourrait trouver autant de domaines qu'on le voudrait. Dans le domaine de l'informatique même, vous pouvez apprendre. Vous pouvez devenir un hacker, même si vous le souhaitez, arriver à pirater peut-être même les bases de données du FBI ou de la CIA, rien qu'en apprenant à programmer, je dirais, à comprendre comment les réseaux, enfin à comprendre, enfin à assimiler toutes les connaissances qu'il vous faut pour pirater n'importe quel système informatique, quel qu'il soit, quoi, même s'il est ultra sécurisé. Parce que c'est faisable, quoi. Il suffit, il y a évidemment, ça demande quand même, un petit peu de talent aussi. Mais c'est faisable. Et donc pour revenir à ce que je vais manger, donc c'est de la banane, de l'avocat, et puis en l'occurrence de la papaye. Voilà. Bon repas, hein, bon repas. J'ai mangé pendant plusieurs mois juste avec des bananes. Déjà, on peut s'alimenter tout à fait correctement. Et pourquoi je parle de ça et je présente ça, c'est pas pour le plaisir, voilà, enfin si, c'est un plaisir, mais bon, c'est pas pour le fait de dire regardez ce que je mange, mais c'est tout simplement pour dire, parce que c'est ça que ça me faisait, j'ai eu je dirais, c'est un peu cette prise de conscience. Bon, ça fait déjà un certain temps que je m'en suis rendu compte, mais de temps en temps, on voit les choses de façon beaucoup plus claire. C'est-à-dire, je me suis dit quelque part, là, je me fais à manger, regardez. Pour faire ce plat, je n'ai fait appel à intervenir aucune cuisson. Donc quelque part, j'ai pas besoin de cuisson, j'ai juste besoin de quoi? D'une assiette, voilà, d'une fourchette, mais encore j'en ai même pas besoin, d'une cuillère, là j'ai une cuillère, voilà, pour mettre mes aliments dans ma bouche, et j'ai pas besoin de cuisine, et j'ai pas besoin de consommer d'énergie, et j'ai pas besoin je dirais même, j'ai même pas besoin d'avoir une maison à la limite. Oui, à la limite, j'ai même pas besoin d'avoir une maison. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, je peux vivre comme les hommes, du paléolithique le faisaient, c'est-à-dire à la limite avoir une petite cabane, un petit abri, ou même prendre refuge dans une grotte ou une caverne. Et là, je suis dans la nature, je suis en plein milieu de la nature, donc là, évidemment, je suis dans une maison, c'est certain. Mais je veux dire, à la limite, c'est ça que je veux dire, si je parle de tout ça, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une jouissance intellectuelle. C'est ça que je veux dire, c'est que c'est une jouissance intellectuelle dans le sens où à la limite vous êtes délivré, enfin, vous êtes délivré, oui, pourquoi utiliser ce terme de délivré? Parce que quelque part on est prisonnier dans nos sociétés modernes de tout un mode de vie qu'on nous a imposé, enfin qui s'est imposé à nous en tout cas, même si on ne nous l'a pas imposé, il s'est imposé à nous, on nous l'a appris, on nous l'a donné comme mode de référence, comme je dirais norme. C'est la norme, voilà, c'est la norme. Vous avez une cuisine, vous avez besoin au fond de tout un tas de standards de vie au quotidien. Et si vous n'avez pas ces standards de vie, bah, vous vous sentez au fond comme démunis. Alors qu'au fond, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas démunis, vous êtes libres. C'est-à-dire qu'on a tout inversé, quoi. On a tout mélangé, on a tout embrouillé, et on a appris aux gens. On a substitué en fait un modèle de vie qui était le modèle de vie qui a fait que l'homme a pu survivre au cours des centaines de milliers d'années, a pu s'adapter, a pu vivre, a pu je dirais, peupler les différentes zones de la planète. Hein, et au fond, depuis que l'homme s'est sédentarisé, donc il a commencé à construire un autre schéma, un autre modèle qui au fond lui a fait oublier toute cette histoire et lui a fait croire. Donc on a transmis ce modèle de génération par l'éducation, donc de génération en génération, et on a substitué donc un autre modèle complètement artificiel pour le coup, qui nous fait croire qu'au fond, si on n'a pas tout un tas de choses à notre disposition 24 heures sur 24, on est foutu. On est foutu, c'est game over pour nous. Voilà, c'est terminé, on ne sait plus quoi faire. On sait plus quoi faire. C'est là. Et alors que c'est complètement fou. Alors, bon, certes, avoir une cuisine, c'est peut-être utile. Je ne dis pas que c'est inutile. Mais au fond, on peut s'en passer. Au fond, je pourrais m'en passer pendant des mois même. Parce qu'au fond, c'est pas que je peux m'en passer, c'est que je l'ai fait. C'est-à-dire que je me suis retrouvé dans une situation au début de l'année 2016 où j'étais malade, où j'ai dû m'alimenter donc avec que des jus de légumes. Donc j'ai fait l'expérience qu'a fait ce type
C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. C'est-à-dire que j'ai fait cette expérience parce qu'au fond, j'arrivais plus rien à ingérer. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus rien qui passait. J'étais devenu un espèce de, je dirais pas de cadavre, j'en étais pas encore arrivé à cet état-là, mais de zombie, ouais. C'est-à-dire que, grosso modo, je prenais pas des médicaments parce que j'ai toujours refusé de. Enfin, j'ai été voir aucun médecin, donc je me suis géré moi-même parce que de toute façon, j'avais compris l'arnaque de toute façon, j'avais compris l'arnaque depuis longtemps au niveau, à ce niveau-là. Puis j'avais vu pas mal de personnes dans ma famille agoniser de cancer, donc je savais ce que c'était que de se retrouver, je dirais, dans un petit peu comme la chair enfin, comme un cobaye, quoi, dans un lit d'hôpital pendant des mois à agoniser. Je les avais vus depuis mon enfance, plusieurs mes oncles qui ont agonisé comme ça. Donc je veux dire, j'avais compris déjà depuis assez tôt, quoi. Et, euh, et donc je me suis retrouvé, bah voilà, grosso modo, pour faire court et pas rentrer trop dans le détail parce que ça n'a aucun intérêt, où j'avais dû m'alimenter de jus de légumes, donc j'avais plus besoin de cuisine puisque grosso modo je cuisinais plus rien. Enfin si, j'ai quand même mangé un petit peu c'est vrai, de riz cuit à la vapeur, enfin de légumes cuits à la vapeur, mais bon, j'étais en hiver et je me suis alimenté quand même essentiellement d'aliments crus, de jus de légumes, de fruits, voilà, de choses comme ça, un peu des noix. J'ai commencé à faire mon yaourt de noix de coco, donc je mangeais même pendant essentiellement du yaourt de noix de coco le midi, et de la banane, puis de l'avocat. Donc voilà, mais aussi pendant un certain temps, j'ai même presque rien mangé pendant la journée. Plusieurs mois, on va dire au moins 3 mois, et donc pour remettre mon système digestif en état de fonctionnement, et puis j'avais des allergies alimentaires, c'est-à-dire que je flippais au moment d'aller au repas, de manger, parce que des fois je faisais des réactions assez régulièrement à des aliments pourtant anodins et que j'ai jamais eu d'allergie auparavant, mais j'étais arrivé à un état où mon organisme ne supportait plus rien et s'est mis dans une espèce était dans un espèce de clash total. Et, euh, et donc voilà. Et heureusement que j'ai commencé à faire des recherches sur internet 15 heures par jour pendant plusieurs mois, donc enfin non, pendant un mois où j'ai commencé, ou un mois et demi, où j'ai trouvé la piste des jus de légumes, etc., de l'alimentation low vegan. Et donc je me suis lancé là-dedans, parce que de toute façon j'avais pas le choix, il fallait bien que je tente quelque chose, que je voulais pas aller voir de toute façon le système médical. Donc il y a un moment donné, il faut bien, soit on fait rien, soit on se laisse mourir, soit on va voir des médecins qui vont vous donner des tonnes de médicaments et peut-être vous dire que vous avez un cancer, parce que c'était peut-être le cas. J'avais peut-être au niveau de l'intestinal, j'avais des sensations extrêmement bizarres depuis déjà pas mal d'années, et qui s'étaient amplifiées, avec ça irradié dans tout le corps. Donc grosso modo, j'ai pas fait d'examen parce que je voulais pas je dirais je dirais je voulais éviter la fabrique de la peur, ce qu'on appelle la fabrique de la, enfin ce que Thierry Casanova appelle la fabrique de la peur, et je suis entièrement d'accord avec lui sur cette expression. Et donc voilà, donc je me suis remis à Dieu, je me suis remis dans les mains de Dieu et du Bouddha en l'occurrence, parce que moi je suis bouddhiste. Et voilà, et grosso modo, je me suis pas trompé, quoi. Je me suis pas trompé. J'ai fait le bon choix. Et donc voilà, bon voilà, donc ce qui veut dire que grosso modo, euh, bah, ça veut dire que grosso modo, même si vous êtes, je dirais, SDF, ou si vous n'avez pas accès, vous n'avez pas forcément accès à toutes ces normes de confort enfin, qui sont imposées à nous, parce que bon, voilà, c'est devenu la norme, encore une fois. Bah vous n'allez pas mourir. Vous n'allez pas mourir du tout. Au contraire, vous allez peut-être même, je dirais, en goûtant à ce que c'est que la faim. La faim qui est je dirais, une sensation qu'on a complètement oubliée, que moi-même je n'avais jamais connue. Et maintenant, bah, tous les jours, j'aime bien rester quand même sur une certaine sensation de faim. Alors, c'est-à-dire que là, là, vous voyez, je vais bien manger. Mais enfin, là, j'ai rien mangé. Là, j'ai faim parce que j'ai rien. Enfin, disons, c'est pas vrai, j'ai mangé quand même un petit peu le matin. J'ai mangé du pollen, des graines de chia, de l'amande, un peu de noix de coco, mais enfin, c'est très léger. Et je dirais que, en tout cas, j'ai connu cette sensation de faim pendant plusieurs mois au cours de l'année 2016. Et c'est une sensation qui est assez quand même, qui est assez unique, quoi, qu'il faut pouvoir expérimenter, et qui franchement fait redécouvrir parce que quand vous avez quasiment rien mangé, été en demi-jeûne en tout cas dans la journée, et que le soir vous avez vraiment les crocs pour le coup, et que vous commencez
donc à manger des légumes ou des salades de crudités ou autres, ben vous vous rendez compte que déjà vous avez une digestion qui est unique, qui est juste incroyable, alors que quelques temps auparavant vous ne pouviez plus rien ingérer presque. Vous avez non seulement une digestion unique, mais un plaisir de manger, un plaisir qui est un plaisir qui est quand même, c'est important de pouvoir, je dirais, ressentir les choses de façon extrêmement amplifiée, quoi. Et, euh, et puis, euh, et puis voilà, et puis vous pouvez manger une grande quantité d'aliments, qui sont certes des aliments végétaux, mais enfin, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, c'est-à-dire que c'est difficile à décrire. Mais je dirais, ce contraste entre la faim que vous allez un petit peu, je dirais, provoquer pendant la journée en vous alimentant très peu, et cette sensation après le soir de pouvoir faire ce repas un petit peu comme ce chasseur-cueilleur, voilà, qui toute la journée, je dirais, a été en recherche d'aliments et puis qui peut-être, je dirais, après avoir collecté des aliments toute la journée, va manger le soir, j'en sais rien parce que j'ai pas vécu à cette époque, mais va s'alimenter en tout cas très peu au cours de la journée et donc va vraiment avoir un plaisir au moment de faire peut-être son unique repas qui va être juste indescriptible, quoi. Et, euh, et c'est ça qu'on devrait vraiment se remettre à éprouver parce que au fond, c'est un péché c'est vrai que c'est un péché. Là, je suis encore d'accord avec Thierry, Thierry Casanova, quand il dit que vraiment c'est un péché c'est un des péchés majeurs de notre civilisation, je dirais, et c'est un peu la source de tous nos maux que nous suralimenter et ne plus savoir ce que c'est que d'avoir faim. C'est-à-dire qu'on s'alimente plus par nécessité, mais par une espèce de comment est-ce qu'on pourrait dire, d'habitude, d'automatisme, de comment est-ce qu'on, de même de je dirais de dégénérescence un peu, je dirais même c'est une forme de dégénérescence il y a un autre terme que j'arrive pas à trouver, mais voilà, on se gave, voilà, on se remplit parce que c'est ce qu'il dit dans une de ces vidéos qu'il vient de faire, Thierry, qui vient de mettre en ligne il y a quelques jours, justement sur les bons, les mauvais aliments. Il dit, et je suis entièrement d'accord, vraiment, ça, c'est vraiment quelque chose enfin, de très vrai, quoi, qu'au fond, enfin, c'est une forme on pêche, c'est-à-dire on fait un péché, c'est-à-dire qu'on dévie de la voie qui a été créée, tracée par nous, par Dieu, en nous, enfin on essaye, voilà, non c'est pas ça, j'avais perdu un peu le fil. On essaye de compenser le vide de nos existences, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde, grosso modo où on est complètement coupé de l'environnement qui est naturel pour nous. Ouais. Et comme on vit dans un monde qui est totalement artificiel, on est empilés les uns les autres à la verticale dans des petits apparts, des petits logements, etc., petits ou même grands, peu importe. On n'est plus en contact avec la terre, on n'est plus en contact avec l'eau, on n'est plus en contact, on respire de l'air pollué, on est complètement, je dirais, complètement immergé dans un environnement d'ondes électromagnétiques, de champs magnétiques, de champs électriques qui détruisent notre système nerveux, qui détruisent notre cerveau. Et on est exposé à tout ce stress parce qu'on doit être productif, on doit se comporter un peu comme des machines, des robots même. Et d'ailleurs, au fond, pourquoi ne pas remplacer l'homme par un robot? Ça sera beaucoup plus. D'ailleurs, c'est certainement ce qui va être, je dirais, ce qui va petit à petit, s'il n'y a pas, je dirais, un réveil, quoi, un sursaut ultime de l'homme, ce qui va peut-être être le cas, parce qu'il y a déjà, bon, on essaye de développer au Japon, d'ailleurs, on essaye de créer des robots qui remplacent petit à petit, qui vont remplacer petit à petit l'homme dans certaines tâches, en tout cas. Et donc on est un petit peu, je dirais, on vit dans ce monde depuis notre naissance jusqu'à notre mort, hein. Et donc voilà, on est dans un monde qui est antinaturel pour
notre physiologie, notre psychisme, notre esprit et notre âme. Et donc bah, on s'alimente avec des aliments forcément qui compensent, qui nous permettent de compenser, qui sont au fond que des macronutriments complètement transformés et complètement vides je dirais, de micronutriments et vides de toute véritable d'un contenu d'un contenu nutritionnel réel. Donc ils sont juste des macronutriments, à savoir des protéines pures, des lipides purs et des glucides purs. Voilà, on s'alimente de ça. Il n'y a plus de micronutriments, il n'y a plus de chlorophylle, il n'y a plus d'eau structurée, il n'y a plus de biophotons, il n'y a plus de minéraux et de vitamines vraiment sous une forme hautement, je dirais, biodisponible. Et c'est ça dont on fait notre pain quotidien. Et quand je voyais ce documentaire dont je parlais au début, et je voyais ce que mangeait tout, et il a interrogé, donc il voyageait aux États-Unis, et donc il a interrogé bah, tous ces Américains qui s'alimentent de cette façon, et qui ne savent même presque pas ce que c'est qu'un légume sous sa forme naturelle et qu'un fruit voilà, peut-être, si des fruits, peut-être ils en voient de temps en temps, et ils en mangent de temps en temps, mais enfin la plupart du temps ils mangent que des aliments ultra transformés et qui proviennent d'un mode d'agriculture ou de production, même pour je dirais toutes ces protéines animales qui sont complètement un mode de production mutant, on va dire, hein, grosso modo. Et donc voilà, donc tout ça m'a fait prendre conscience que c'est vraiment, il y a vraiment quand même, effectivement, on est arrivé à un niveau qui est juste complètement, c'est digne d'un film de science-fiction, quoi. C'est un film de science-fiction. Et voilà, donc je voulais faire ce petit partage pour essayer, encore une fois, bah, à mon humble niveau, parce qu'on a tous, on est tous, je dirais, à un niveau très petit, mais on peut essayer de faire quelque chose. On peut essayer de faire quelque chose. Voilà. Il n'y a pas que... On n'est pas obligé juste que de regarder des vidéos sur YouTube. On peut essayer aussi je dirais, de communiquer son sentiment et de provoquer peut-être un déclic chez certaines personnes, quoi, parce que chaque personne qui va revenir, je dirais, qui va revenir dans le droit chemin en quelque sorte, bah, c'est une personne qui est sauvée, c'est une âme de moins qui terminera, je dirais, dans la forge de Satan, quoi, dans le fourneau même de Satan. Voilà. Allez, ciao. À plus.